Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous dédié à l'immobilier. Infos, pratiques, conseils, actus sur les taux de crédit, sur les prix immobiliers partout en France. Voilà ce qu'on vous propose avec plusieurs rubriques aussi. On aura la rubrique Parole de notaire. On s'intéressera à l'acquisition d'un bien en concubinage et aux difficultés qui peuvent être liées avec. On accueillera aussi notre expert, une agent immobilier qui nous parlera de la recherche immobilière. Nous découvrirons un bien, une belle maison en Limousin, en Haute-Vienne, une belle maison bourgeoise du XVIIe siècle. Mais on va commencer, alors dans quelques instants, on parlera financement aussi avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. Financement, étape cruciale quand on achète un bien. Mais on commence avec la météo Imonote avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour alors, Vanessa. Quelle est l'actualité des taux de crédit en France? Alors, les emprunteurs ont encore de beaux jours devant eux. Le contexte est très favorable pour les emprunteurs. Des taux qui ne cessent de baisser maintenant depuis le mois de janvier. Alors, où en est-on concrètement? En moyenne, nous sommes sous la barre des 2% pour les taux de crédit sur 10 ans, 2,35% en moyenne pour les taux de crédit sur 15 ans. Avec l'assurance. Hors assurance, Hors assurance, attention, c'est important de le souligner. Ouais. Alors, ces taux varient selon les régions où vous empruntez. Vous allez le constater en regardant la carte. Ce mois-ci, par exemple, c'est dans le sud-ouest que l'on emprunte le moins cher, et notamment dans la ville rose, Toulouse, de 35%. Parmi les régions les plus chères, Paris, Île-de-France. Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Mais ces taux varient aussi selon votre profil emprunteur. Si vous avez un bon profil, eh bien vous pourrez négocier des taux encore plus attractifs. Pourquoi des taux aussi bas? Encore et toujours, ça fait des mois que ça dure. Et oui, ça fait des mois que ça dure, et bien pour 3 raisons. D'abord, une inflation qui est quasi nulle en ce moment. Ensuite, les taux directeurs de la Banque centrale européenne sont extrêmement bas. Et enfin, les banques sont à l'affût de nouveaux clients, donc il y a une forte concurrence qui s'effectue entre elles. Et cela devrait durer. Et quelle est la météo des prix immobiliers? Alors, nous sommes dans un processus de stabilisation des prix, voire de légère baisse. C'est une tendance générale. Là encore, quand vous allez regarder la carte qui concerne cette fois-ci les prix immobiliers dans l'ancien, vous allez voir de grandes variations. Il y a plusieurs marchés en France. Aujourd'hui, en octobre 2014, si vous avez un budget de 200 000 €, eh bien vous allez pouvoir acheter un tout petit appartement à Paris, 24 mètres carrés, un appartement moyen à Bordeaux, 70 mètres carrés, et à Limoges, un grand appartement de 157 mètres carrés. Eh oui, c'est incroyable cette différence qu'il peut y avoir. On regardera tout à l'heure, on découvrira une belle maison oui. Pour le même prix. On aurait un tout petit appartement effectivement à Paris, alors qu'on a une belle maison à la campagne en Limousin. Mais ce qu'il faut dire aussi, Vanessa, c'est qu'aujourd'hui, entre le prix de vente affiché et le prix de vente réel, il y a un écart moyen de 5%. Cela veut dire que l'heure est aux négociations. Les acquéreurs ont la main. Alors si aujourd'hui vous trouvez le bon produit au bon emplacement, il faut acheter, il ne faut pas hésiter. Et n'hésitez pas à négocier quand on est acheteur. Voilà, exactement. Le conseil. Alors, il faut négocier, il faut aussi préparer son plan de financement. Christophe, vous avez des bons conseils aujourd'hui pour préparer son plan de financement finalement. Exactement, donc quelques petites astuces. Et c'est vrai que quand on a besoin de financer un projet immobilier, on est souvent obligé de passer par la case banque. Mais c'est une stratégie payante car on va pouvoir boucler son budget dans de bonnes conditions et acheter en toute sécurité. Alors voilà 3 conseils clés. Premier conseil, donc, je fais le point sur mon apport personnel. Ça correspond à la somme que je suis capable d'apporter qui provient de mon épargne ou de la revente d'un bien immobilier. Mon apport personnel, il représente idéalement 20% du prix total de mon acquisition. Ah oui, quand même. Idéalement, c'est vrai que le banquier sera sensible. Mais pas de panique Vanessa, si jamais je n'ai pas cette somme, je peux tout de même emprunter à condition de financer les frais d'acquisition ou frais d'acte notarié qui représentent 7 à 8% du prix du bien. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. Et puis je peux aussi peut-être bénéficier du prêt à taux zéro, nouvelle formule depuis le mois de septembre qui se montre beaucoup plus généreux. Donc les conditions d'octroi ont été élargies et du coup c'est beaucoup plus facile d'emprunter et d'en bénéficier. Merci Christophe. D'autres conseils? Alors notre petit conseil, donc, c'est de consulter son banquier ou un courtier. Comme l'a dit Nathalie, c'est vrai que les taux sont bas, mais j'ai tout intérêt à faire le tour des banques pour négocier la meilleure offre de prêt, voire de m'adresser à un courtier qui me trouvera le meilleur taux de crédit. Et pour valoriser mon dossier, je n'hésite pas à faire valoir ma situation professionnelle, ma capacité à bien gérer mon budget, à épargner aussi régulièrement, et puis la cohérence de mon projet immobilier. Et je pense également à négocier mon assurance de prêt,
puisque je ne suis pas obligé de la souscrire auprès de la banque qui va financer le prêt. Ça, c'est intéressant aussi comme point à C'est souligner. intéressant. Les banques aujourd'hui sont obligées d'accepter une délégation d'assurance. Exactement. Sous réserve que les garanties soient les mêmes. Tout à fait. Et enfin, un dernier petit conseil, c'est donc de demander une simulation de prêt qui va me permettre de savoir le montant que je peux emprunter et donc définir mon budget. Dans ces conditions, donc, la banque, à partir de mes revenus, de mon taux d'endettement et de mon apport personnel, va définir une mensualité que je devrais rembourser durant une période allant en général de 15 à 25 ans. Dans tous les cas, je préfère la durée la plus courte car je vais limiter le coût de mon crédit. C'est ça qu'il faut regarder quand il y a différentes simulations avec différentes banques, c'est le coût final du crédit. Voilà. Moins de durée, moins d'intérêt à payer. Et mettez les banques en concurrence. Voilà, ça c'est le petit conseil. Merci beaucoup Christophe. Alors on l'a dit, aujourd'hui si on veut acheter à Paris ou acheter en région, à la campagne, dans une petite ville, c'est pour des projets totalement différents. Si on s'achète un petit studio ou un petit appartement à Paris, pour le même tarif, on peut avoir une très belle maison à la campagne. Je vous propose un exemple, on va découvrir une belle maison bourgeoise du XVIIe siècle, en plein cœur de la Haute-Vienne. Regardez, reportage de Bénédicte Jourdier. Alors nous nous trouvons devant une bâtisse du XVIIe siècle qui est chargée d'histoire. Ça a été une maison forte sous Charlemagne et un point de surveillance. Ensuite, elle a appartenu à un seigneur, puis un maréchal de la région. Donc aujourd'hui, on retrouve une bâtisse assez originale de par son architecture, ses ouvertures et également par rapport à la tour qui est en façade. Donc cette maison a pour originalité la tour centrale qui est en façade que l'on voit ici et qui abrite les anciennes latrines. Ensuite, nous avons également des petites sculptures au niveau des encadrements des fenêtres, la cheminée également extérieure avec le conduit en briques qui a été travaillé. Sur la façade arrière, on trouve une ouverture du XVIe siècle qui aujourd'hui dessert la cuisine. Et en partie supérieure, au niveau du grenier, nous avons déjà 3 belles lucarnes qui sont aussi typiques de ces maisons bourgeoises. Alors au niveau de l'intérieur, nous avons 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, on a une grande entrée avec en surplomb la mezzanine, une cuisine de 41 mètres carrés et un salon de 50 mètres carrés avec cette jolie cheminée d'époque qui se trouve derrière moi. Ensuite, nous avons une buanderie et des toilettes. À l'étage, alors nous avons 3 chambres, 3 grandes chambres, un bureau, salle de bain et toilettes également. Les propriétaires actuels ont préservé tous les éléments anciens qui la caractérisaient. Donc entre autres les poutres apparentes, l'escalier qui est à l'intérieur de la tour et qui dessert l'ensemble des niveaux, qui est en chêne et qui est taillé dans la masse, les parquets anciens, la cheminée d'époque, la hauteur sous plafond qui caractérise ce type de bâtisse et un énorme potentiel au niveau du grenier puisqu'il est sur l'ensemble de la maison et qui a déjà des lucarnes qui existent qui évitent éventuellement de demander de nouvelles ouvertures. Et voilà une très belle maison en Haute-Vienne. Et on retrouve Céline Lissard. Bonjour Céline. Bonjour. La magie de la télé. Vous étiez il y a quelques instants en pleine campagne. Vous voilà sur le plateau ici. Vous êtes accompagnée par Maître Gann. Bonjour. Bonjour. On parlera dans quelques instants des difficultés liées à l'achat d'un bien en concubinage. Mais d'abord, je me retourne vers notre agent immobilier, Céline. Le prix de la maison, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de cette maison en Haute-Vienne ? Alors le prix aujourd'hui en agence, c'est 260 000 €. À négocier peut-être, éventuellement, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, on se rend compte encore une fois que pour un tarif comme ça, voilà, 260 000 €, on aurait un tout petit appartement à Paris ou dans une grosse ville et on peut s'offrir presque un petit château à la campagne. Ça, c'est à souligner. On va parler de la recherche immobilière. Vous connaissez bien cette thématique, Céline. Comment est-ce qu'on peut organiser sa recherche immobilière ? Ça s'organise un petit peu. Alors ça s'organise même, je dirais, beaucoup.
Avant de partir sur Internet et de sélectionner des biens un petit peu à tire-larigot, comme je dirais, il est préférable quand même de lister les critères, de les lister et éventuellement même de les mettre par ordre de priorité. Bon, par exemple, on recherche une maison 3 chambres avec une cheminée dans le salon et un garage. Bon, il se peut qu'après, en ayant fait 2 ou 3 visites, l'ordre de ces critères change légèrement et qu'effectivement, la cheminée dans le salon soit peut-être moins importante que finalement le garage. Il faut aussi peut-être se poser la question pourquoi on change de logement en fait. Donc si par exemple on recherche parce que on veut plus grand ou plus petit, ça doit être quand même la priorité et pas perdre surtout cette priorité de vue. Et pour finir, avoir une simulation bancaire qui date de moins de 3 mois pour quand même arriver à mieux cibler la catégorie de produits. Qu'est-ce qu'il faut privilégier sur le plan pédagogique, Céline ? Sur ce plan-là, il faudrait avant tout définir son secteur de recherche. Son secteur de recherche, parce qu'on a des clients qui arrivent parfois en agence et qui nous disent on recherche un bien en Corrèze. Bon, alors, la Corrèze, c'est un peu vaste quand même. Hein. Mais ça arrive quand même assez souvent. Et le souci, c'est qu'en Corrèze, comme en Haute-Vienne, on a aussi un relief qui est relativement différent. Donc un climat différent, évidemment, des architectures différentes aussi. De définir son secteur, ça va permettre de s'adresser à 1 ou 2 professionnels du secteur et d'être mieux, je dirais, conseillé, exactement. Et suivant le secteur, on a des prix très variables. Donc il faut assez rapidement se pencher là-dessus. Alors on a pris l'exemple là du Limousin, de la Haute-Vienne, on a découvert une belle maison. Quels sont les atouts d'une région comme le Limousin pour quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier ? Alors, nous, ici, en Limousin, on a énormément de chance, puisqu'en fait, sur le marché de l'ancien, nous avons des produits extrêmement différents, qui peuvent aller de la longère, corps de ferme, maison bourgeoise, des constructions qui vont du XVIIe jusqu'à 1950, où les matériaux de construction seront différents. Bien sûr, le potentiel de rénovation aussi, parce qu'on ne peut pas faire la même chose entre une maison bourgeoise et puis une longère qui a des murs porteurs à l'intérieur. Et deuxième spécificité peut-être du Limousin, c'est que les biens sont accessibles. Le prix effectivement et du foncier et des biens bâtis, des maisons. Tout à fait, et aussi par rapport aux accès, je dirais, autoroutiers. Ferroviaire, ligne Paris-Toulouse et les aéroports Brive et Limoges. Voilà, des atouts en Limousin qu'on retrouve dans d'autres régions, mais en Limousin particulièrement, c'est peut-être une des régions au niveau du foncier qui est la moins chère en France. Merci beaucoup Céline. Je passe la parole à notre notaire Jean-Thierry Ganne, maître Ganne. Acheter aujourd'hui un bien quand on vit dans le péché et qu'on n'est pas marié ni pacsé, ça peut être compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Par exemple, j'ai acheté un bien immobilier, que se passe-t-il en cas de séparation de mon concubin ? Oui, c'est effectivement un problème. Alors déjà, quand vous n'êtes pas pacsé, pas marié, vous vivez maritalement, vous êtes en concubinage. C'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas assujettir votre couple à un régime particulier. Donc forcément, lorsque vous avez acheté un bien, vous êtes en indivision. L'indivision en France est un caractère qui est considéré comme précaire. Cette indivision, soit dans votre titre de propriété, on a défini des quotes-parts d'acquisition qui permettront de définir la sortie en cas de séparation. Soit il n'y a pas de quote-part et à ce moment-là, vous êtes censé avoir acheté 50-50. Alors les solutions en cas de séparation, c'est pas très compliqué. Soit vous vous entendez et à ce moment-là, l'un rachète la part de l'autre, ou alors vous vendez tous les deux et le prix est réparti à chacun. Par contre, si vous n'entendez pas, comme on est un caractère qui est considéré comme précaire, le Code civil prévoit qu'on peut saisir la justice et que l'on peut demander et obtenir un partage judiciaire. Et en cas de décès, malheureusement, de son concubin, ça peut être compliqué aussi. Oui, alors ça, c'est effectivement un gros problème que nous rencontrons, c'est que quand vous n'avez pas ce statut juridique dont on parlait tout à l'heure, il faut savoir qu'à défaut de testament, les personnes qui héritent, ce n'est pas le concubin, ce sont les enfants, les parents ou les frères et sœurs. Le concubin n'a aucun droit. Non, il n'a aucun droit. Et non seulement le concubin, et
vous me tendez la perche sur une notion qui est très importante. Et des a priori, c'est que les partenaires, donc les personnes qui ont fait un pacte, ne sont pas héritiers l'un de l'autre non plus. Ça, c'est important. Donc le statut, le mariage est encore plus intéressant. Voilà, il n'y a que le mariage qui permet, sans testament, sans disposition, de pallier à ces problèmes. Donc le problème, c'est que si effectivement vous n'avez pas de testament, c'est la famille qui hérite, vous allez vous retrouver en indivision avec des gens de la famille qui n'ont pas forcément intérêt à rester avec vous sur un bien immobilier. Donc forcément, on va arriver à une vente. Voilà. Alors effectivement, vous pouvez faire un testament. Entre concubins, on peut très bien se dire je lègue la moitié de mon bien, je lègue ma quote-part ou une partie de ma quote-part suivant le problème de famille et la situation de famille. Mais il faut savoir qu'en France, entre concubins, l'impôt est de 60%. Ah oui, donc quel conseil vous donneriez du coup à des concubins qui achètent un bien immobilier? Conseil, allez voir un notaire. Au-delà du testament, donc allez voir un notaire. Allez voir un notaire déjà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, avec les situations que l'on a connues, le fait on peut très bien être marié, divorcé, se retrouver en concubinage, être pacsé, se séparer, retrouver en concubinage, avoir des enfants, pas d'enfants. Donc les situations, c'est vraiment du cas par cas. Donc allez voir un notaire. Dans un deuxième temps, je vous conseillerais soit de vous paxer, soit de vous marier. Soit de vous marier, donc vous paxer et de faire un testament, ou de vous marier et de faire une donation entre époux. Alors enfin, si vous voulez aucun des deux et rester en concubinage, je vous invite dans votre achat, et si possible dès le compromis de vente, à définir vos apports. Qui finance quoi, qui va financer l'emprunt, qui va faire les apports. Ça c'est très important parce qu'en cas de sortie, c'est-à-dire en cas de séparation ou en cas de décès, on va connaître les quotités. Enfin, on peut aussi, ensuite, on peut très bien déterminer des conventions. Et plutôt que d'avoir une indivision qui est subie, d'avoir une indivision conventionnelle. On met des clauses, il y a des choses qui sont importantes. Une clause aussi qui est très importante, à mon sens, et qui est prévue par le Code civil, c'est la possibilité d'acheter la quote-part de son concubin avant qu'elle s'en rentre dans la succession. Donc du coup, on ne se retrouve plus dans une indivision, on a la possibilité de financer. Après, il y a d'autres clauses. Vous avez la clause de tontine. Vous pouvez aussi faire, si votre patrimoine le permet, une société civile immobilière. Mais ça, ce sont des choses à voir avec votre notaire. En tout cas, le plus important, c'est d'y penser quand tout va bien avec son concubin. Parce que quand tout va mal, c'est presque déjà trop tard. En amont. Dernière question, je suis mariée, j'ai hérité d'un appartement dans lequel je vis avec ma famille. Est-ce que je peux vendre seule? Non. Non, Pourquoi? vous ne pouvez pas vendre seul. Le Code civil considère que c'est le logement de la famille. Donc il doit y avoir une certaine protection. Donc je peux vendre ce bien avec l'accord de mon conjoint. Et la notion de mariage dont vous faisiez allusion, c'est important parce que ce n'est valable que pour le mariage, pas pour le pacte, c'est pas pour le concubinage. Donc l'article du Code civil prévoit qu'on ne vend qu'avec l'accord de son conjoint, même si c'est un bien propre. Est-ce que ça risque d'évoluer tout ça? Parce que on est encore très Alors avec le mariage, oui, avec le mariage pour tous, je pense qu'il va y avoir des évolutions. C'est vrai qu'aujourd'hui on se pose la question de que va devenir le Pacs. Donc c'est vrai que je pense qu'à l'avenir il va y avoir des refontes du Code civil. Merci beaucoup Maître Gann, merci aussi Céline. Pour retrouver tout plein d'infos concernant l'immobilier, vous allez sur le site imonote.com tout simplement. Et pour voir et revoir cette émission, deux possibilités, telim.tv ou demain.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.